Bonjour, Monsieur Boisy. J'espère que ça va bien. Très heureux d'être ici, oui, ça va très bien. Super. Donc, j'aimerais ça savoir tout d'abord comment s'est passée la tournée lavalloise, puis quels étaient les objectifs. Bon, d'abord, la tournée, elle vient s'insérer dans une tournée plus large, qui est une tournée des régions. Donc, nous, à Québec solidaire, on a décidé de aller dans 14 régions différentes du Québec, hors Montréal et Québec. Et donc là, on a passé 4 jours à Québec. Elle vient aussi s'insérer dans un moment particulier pour notre parti, où on a fait élire Émilie Les-Sartériens comme Mhm. co-porte-parole de Québec solidaire, donc en remplacement de Manon Massé, qui est encore avec nous, évidemment, heureusement. Et donc, l'idée de faire de plus en plus de terrain, d'aller à la rencontre des gens était vraiment très importante. Maintenant, à Laval, les gens ont été extraordinairement généreux avec nous. On a rencontré toutes sortes de groupes, on y reviendra. On a échangé sur des questions de logement, sur des questions de recherche scientifique, sur des régions économiques, des questions d'économie sociale. Et les gens ont été juste incroyables, hein. Vraiment, l'accueil était vraiment très positif. Est-ce qu'il y avait des zones que vous souhaitiez plus aller visiter que d'autres? Ben, nous, on était en mode écoute. C'est sûr que nous, il y a des questions au niveau des politiques provinciales qui sont importantes. Donc, quand on parle de logement, quand on parle d'éducation, de santé, quand on parle d'économie, moi, je suis porte-parole en matière d'économie, d'innovation. Au Québec solidaire, tout ce qui est économie sociale, mais aussi tout ce qui est PME. Pour nous, c'était important de comprendre. Laval, c'est la troisième ville du Mhm. Québec. C'est un gros pôle économique, c'est aussi un foisonnement de mélanges, de rencontres. Donc pour nous, c'était important. Donc vraiment, le spectre était très large, je dois dire. Et puis, on était en mode éponge. Là, on a beaucoup écouté. Puis, aux dernières élections à Laval, ça n'a pas voté particulièrement Québec solidaire. C'était autour de 7 à 15. Comment vous espérez le parti rallier les gens de Laval? Ben, nous, les questions qu'on met de l'avant sont des questions qui touchent les Lavalloises et les Lavallois. Quand on parle d'accès au logement, il y a 10 ans, 15 ans, on en parlait beaucoup moins. C'était des cas isolés. Aujourd'hui, clairement, c'est un vrai enjeu, que ce soit l'accessibilité du parc immobilier pour se loger, pour louer, pour les jeunes, évidemment, mais aussi, évidemment, pour l'accès à une nouvelle propriété. Donc, il y a tout cet aspect-là qui est important. Il y a les aspects des services que l'État offre, donc l'accès à la santé, l'accès à l'éducation. On sait que les écoles manquent d'enseignants, les hôpitaux manquent d'infirmières. Il y a tout cet aspect-là où nous, on pense qu'il faut absolument rapprocher le pouvoir le plus proche possible des institutions qui travaillent avec les citoyennes et citoyens. Donc, notre projet de société, il est en fait très positif pour les citoyennes et citoyens, et il ne tient qu'à nous d'abord de l'adapter aux réalités locales ici, parce que toute région a ses propres enjeux, mais aussi évidemment d'aller à la rencontre des citoyens pour qu'ils nous découvrent, et on pense que c'est comme ça qu'on va faire des gains. Là, en ce moment, il y a une assez grande insatisfaction par rapport à la CAQ qui chute dans les sondages. On voit que ça remonte du côté du Parti québécois, mais ça semble quand même assez stagné pour Québec solidaire, autant à Laval que dans les autres régions. Comment vous expliquez que le Québec solidaire ne monte pas là, dans les sondages? Mais d'abord, les élections sont en 2026, hein, et nous, c'est une des raisons pourquoi on faisait la tournée des régions maintenant. C'est parce que c'est le bon moment de ne pas être en mode électoral, mais plutôt Mhm. vraiment d'être dans un échange le plus sincère, le plus honnête. On a demandé aux gens qu'on a rencontrés toutes les critiques qu'ils avaient à nous donner. Moi, je dis souvent que les critiques, on les prend en cadeau. Elles sont importantes pour nous, pour pouvoir nous améliorer. Donc, on regarde vraiment le plus sincèrement du monde. On regarde pas l'évolution des sondages circonscription par circonscription à 2 ans et demi des élections. Maintenant, on a des choses à faire, on a des preuves à faire par rapport aux citoyennes et citoyens. Et ils ne nous connaissent pas, c'est une réalité. Beaucoup de gens ne nous connaissent pas. Les plaques tectoniques politiques changent. Là. Le Québec, dans 10 ans, ne sera pas le même que celui qu'on a connu sur les 40 dernières années. Nous, on est différents de tous les autres. Clairement,
il y a un saccage des services publics qui s'est fait sur le dernier quart de siècle. Tous les partis politiques qui ont contribué, nous, ça fait longtemps qu'on parle de revaloriser les institutions de santé, d'éducation. Ça fait longtemps qu'on parle de la crise du logement. Et donc, encore une fois, on a 2 ans et demi pour convaincre. On reste optimiste. Il y a aussi toute la diversité. C'est la deuxième ville qui reçoit Mhm. l'immigration ici, après Montréal, à Laval. C'est important aussi de faire une place au vivre ensemble. On pense que c'est important. C'est un thème qui, malheureusement, est malmené. Il y a des gens qui tablent sur nos divisions entre Québécoises et Québécois. Nous, on va tabler aussi sur le vivre ensemble, l'union, le droit à l'égalité, et on pense que c'est aussi comme ça que les gens vont nous découvrir et nous appuyer. J'allais y aller justement, terre d'immigration, Laval. Qu'est-ce que vous pensez que Québec solidaire peut offrir justement aux personnes issues de l'immigration, qui est quand même une bonne partie de la population lavalloise? Oui, alors d'abord, le droit à l'égalité est un fondement radical, au sens où on revient à la racine même de ce que c'est que la citoyenneté. Autant pour l'égalité entre les hommes et les femmes, les questions de féminisme, c'est au fondement de Québec solidaire, autant sur les questions de minorité de genre, d'orientation sexuelle, mais aussi évidemment sur les questions de minorité ethnique, si on veut, raciale. Et donc il y a deux choses, hein. Il y a d'un côté les immigrants. Donc ça, il y a toute la question de la francisation, même si la majorité de ceux qui arrivent à Laval parlent français, ou en tout cas ont des affinités avec la langue française. Il y a la question de l'accès à un certain nombre d'institutions qui leur permettent justement de démarrer. Les premières années sont difficiles, mais il y a leurs enfants, il y a les gens qui n'ont jamais immigré et qui sont tout à fait québécoises et québécois, et eux, c'est leur droit à la dignité, à l'égalité qui est importante. Nous, à Québec solidaire, on ne tergiverse pas avec les droits de la personne. Pour nous, tout citoyen a le droit à l'égalité, et ça, on commence à le ressentir de plus en plus. Malheureusement, la plupart des partis sont capables, au gré du vent, des sondages, de faire des compromis. On pense que c'est vraiment avec notre diversité, en regardant ensemble vers l'avant, qu'on va réussir à grandir en tant que peuple, et évidemment, les immigrants en font partie. J'allais justement parler environnement. Il y a plusieurs enjeux à Laval. On parle de conservation des milieux humides, mais aussi de perte de plusieurs terres agricoles, notamment pour des projets de condos. Est-ce que qu'est-ce que Québec solidaire est capable d'offrir en matière d'environnement qui toucherait justement les enjeux lavallois, là? Bah, Laval a une position très enviable, hein, par rapport à d'autres régions. C'est qu'il y a toute cette diversité, hein. Plus de 30% du territoire de Laval est classé comme terre agricole. On a d'ailleurs rencontré les représentants de l'UPA ici. Il y a aussi une véritable conscientisation de plus en plus sur les questions écologiques. On a rencontré des groupes qui travaillent sur les questions de transport en commun. Il y a tout l'aspect, le tissu économique qui est aussi important. On a rencontré aussi la chambre de commerce ici à Laval, et on pense que c'est vraiment une synergie absolument importante. Nous, on privilégie les cycles courts, hein, ce qu'on appelle l'économie circulaire. Et donc ici à Laval particulièrement, si on pense à tout ce qu'on produit localement qui pourrait se retrouver dans nos écoles, dans nos CPE, dans nos CHSLD, dans nos hôpitaux, et donc se retrouver à ce que l'État joue un rôle moteur, sécurise une partie de leur production, qui permet aussi aux citoyennes et aux citoyens qui ont accès à ces institutions-là de manger mieux, de manger local. Ce projet-là, malheureusement, qui est très structurant, n'est pas mis de l'avant par le gouvernement en place. Il y a la question de la crise climatique aussi qui est très importante. Nous, on voudrait mettre un fonds qui permet une certaine assurance face, que ce soit des intempéries, face, des fois il y a trop de pluie, des fois il pleut pas, etc. Donc, il y a toutes sortes d'assurances qu'on doit faire. Et puis, il y a la question de l'accès aux terres aussi. Il y a des spéculations actuellement. On a déposé Alejandra, qui est aussi qui est députée de Verdun de Québec solidaire, a déposé un projet de loi pour protéger les terres agricoles de la spéculation foncière. Bref, c'est un tout qui va permettre de faire en sorte que les agriculteurs aient une place vraiment particulière. Notre souveraineté alimentaire devrait être un projet de société, et c'est ce qu'on va mettre de l'avant, entre autres d'ailleurs avec notre nouvelle porte-parole, Émilie Lessartérien, qui elle-même est agricultrice, entre Mhm. autres choses.
Le Québec solidaire aussi met beaucoup de l'avant les transports en commun. À Laval, c'est beaucoup plus optimisé pour la voiture. Puis la Société de transport de Laval aussi rencontre quelques difficultés récemment. Qu'est-ce que Québec solidaire aurait à proposer en termes de transport en commun pour améliorer cet aspect-là dans la ville? On nous a parlé à plusieurs reprises de transports en commun, que ce soit avec les gens, du tissu économique ou des citoyens. On comprend que le l'axe est-ouest mériterait, du transport plus structurant. J'ai rencontré moi-même le maire de Laval il y a maintenant quelques mois, où il avait la volonté d'avoir un lien entre Repentigny et Laval pour pouvoir exploiter des terres qui ne sont ni des milieux humides, ni, des terres agricoles et pouvoir faire de la densification urbaine dans des espaces nouveaux parce qu'on a besoin d'habitations à Laval. Nous, évidemment, on est le parti du transport en commun et ça, c'est des visions. C'est pour nous, le transport en commun, c'est un investissement, c'est pas un coût. D'un côté, l'autre côté, vous avez parlé des coupes qu'il y a eu en fait récemment dans la société de transport à Laval. Il y en a eu aussi à Montréal. Nous, par ailleurs, on pense que le rôle de Québec, c'est de s'assurer qu'en 2023, il n'y ait aucune baisse de service et au contraire, là, on pensait tout à fait irresponsable sur des questions économiques, hein, sur des questions écologiques et sociales aussi. C'est les gens les moins favorisés qui prennent le transport en commun en général. On perd des milliards, je dis bien des milliards, dans la congestion, entre Mhm. autres entre Laval et Montréal, mais pas seulement. Il y en a aussi à Laval. Donc, pour des raisons économiques aussi, il y a vraiment un manque de vision comptable qu'on peut voir chez notre gouvernement. Et nous, c'est ça, c'est un projet de société en soi. Puis là, le parti s'est doté d'une nouvelle porte-parole féminine, Émilise Lessard-Terrien. Qu'est-ce que vous pensez que son image des régions, est-ce que vous pensez que ça peut aller chercher des personnes hors Montréal, comme par exemple à Laval? Oui, ben d'abord, ça rappelle que Québec solidaire est le parti de toutes les régions, là. Bon, Émilise, vient d'Abitibi, Témiscamingue. Elle apporte, une fraîcheur, je dirais, de notre discours, elle vient à un moment vraiment opportun où le parti lui-même, se posait beaucoup de questions. Nous, notre projet de société, il est important pour la suite des choses. Il est important sur la question de la crise climatique, il est important sur les questions de justice sociale, il est important sur les questions de services que l'État donne en éducation, en santé. Puis on pourrait parler de la justice, on pourrait parler de beaucoup de choses. Et donc, c'est un beau moment où elle apporte ce renouveau du discours qui vient. On a besoin de faire des gains, pas pour nous, on a besoin de le faire pour les gens pour qui on se bat. Donc, je dois dire que je suis très, très, très heureux de sa venue à Québec solidaire. Elle est très, très appréciée dans beaucoup de milieux où on est peut-être moins connu et c'est sûr que ça va apporter quelque chose de très positif. Est-ce qu'on vous a parlé justement de sa venue pendant votre tournée? À l'UPA, il l'adore. Ça, c'est évident. Agricultrice. Oui, et puis elle a donné un discours il y a pas longtemps. Ils étaient à Québec, donc tous les agriculteurs de l'UPA étaient réunis là-bas. Donc il y avait un parterre et puis elle pouvait pas faire 2 pas. C'est évident que actuellement il y a une angoisse, hein, chez les agriculteurs. Il y a toutes sortes de problèmes. Il y a la question de la relève, il y a la question de l'accès aux terres, il y a la question de la crise climatique et voir quelqu'un qui en parle pas juste comme des chiffres ou des politiques Mhm. publiques, mais on sent que c'est un vécu pour elle, on sent qu'elle sait de quoi elle parle. C'est sûr que c'est très positif. Par ailleurs, c'est quelqu'un de très, très sincère, qui parle vraiment avec le cœur, qui parle avec beaucoup de 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 conviction et puis, clairement, on a fait une rencontre avec des citoyennes et citoyens sur les questions de coût de la vie, jeudi ou vendredi, non pardon, samedi. Samedi et il y avait quand même, plusieurs dizaines, on était, 30-40, citoyens, qui s'étaient déplacés. Puis clairement, elle peut inspirer cet horizon que Québec solidaire, a pour la société québécoise.
Puis, dans la dernière session parlementaire, l'environnement a semblé être mis un peu de côté, considérant que c'est une des priorités de Québec solidaire. Est-ce que vous pensez que c'est encore possible de mettre l'environnement de l'avant alors que la population est préoccupée par les enjeux d'inflation, de coût de la vie, et cetera? Ben, il faut faire absolument les 2 en même temps là. Le les si la société actuellement, il y a 900 000 personnes qui ont fait appel à des banques alimentaires, dans la dernière année. C'est un Québécois sur 10. Il y a un enfant sur 5 qui vit de l'insécurité alimentaire en allant à l'école. Si les gens enfin, si les gens ne sont pas capables de se loger, si les gens ne sont pas capables d'aller aux urgences, on a même des personnes qui en sont décédées dans des urgences. Je veux Mmh. dire, la situation de nos services publics est dramatique. C'est sûr que la question climatique, ne peut pas être affrontée de front. Donc nous, on pense qu'il faut absolument faire les 2 à la fois. La question du coût de la vie était notre priorité avec le logement. Cette session, on a posé une question par jour sur la question du coût de la vie. On a mis des solutions, de l'avant et c'est vraiment les 2 ensemble qu'il faut affronter. La question climatique ne peut pas, être passée sous le radar. Les crises, que ce soit la résilience par rapport aux changements inéluctables qui vont arriver de toute façon, mais aussi évidemment tout ce qu'on doit corriger pour protéger les futures générations de la suite des choses. Euh, et par ailleurs, on peut faire les 2 ensemble. La 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 lutte à la crise climatique, c'est un moment où la justice qui entoure cette transition-là, parce que c'est des changements sociaux, cette transition-là, doit être mis de l'avant. Et ça, encore une fois, c'est une différence entre nous et les autres où c'est juste des chiffres, des kilowattheures, et cetera, des multinationales qui vont nous sauver à coups de milliards. Nous, on pense pas que c'est ça la solution. La solution, c'est qu'il faut repenser notre économie pour avoir des cycles courts, pour avoir moins de déchets, pour récupérer, les choses, mais aussi évidemment, avoir des vous savez, il y a des industries qui vont disparaître. On n'entend pas le gouvernement en parler. Ça, c'est des travailleuses et travailleurs qui sont inquiètes et inquiets aujourd'hui. Pour nous, c'est important qu'on repense des nouvelles industries, comme par exemple l'industrie de la batterie. Ben, il faut aussi penser quelles industries doivent être transférées vers ces nouveaux corps de métier. Malheureusement, le gouvernement actuel n'y accorde aucune importance. On pense que si on veut marcher et mâcher de la gomme en même temps, là, sur la question des travailleuses et travailleurs et sur la question de la crise climatique, est essentielle pour la réussite. Et puis, c'est vraiment notre parti qui le met là. Puis, en terminant, la Québec solidaire a fait les manchettes récemment avec plusieurs divergences d'opinion quand on parle de publicité sur Facebook ou encore le livre de Catherine Dorion. Olivier Bolduc a quitté à cause de l'idée de la parité homme-femme dans les prochaines élections partielles. Est-ce que vous pensez que Québec solidaire a encore une image de parti qui est uni? Mmh. Ben, on sort du dernier congrès unis comme jamais, hein. Bon, n'en déplaise aux chroniqueurs, clairement, on a senti vraiment, d'abord un exercice démocratique important où au lendemain de l'élection d'Émilie Lise, Christine Erouba était vraiment ralliée sincèrement et même pas juste elle. En général, c'est les équipes, qui font de la bisbille, mais là vraiment les gens étaient unis et puis évidemment le score, très bon score, du vote de confiance de Gabriel, Nadeau-Dubois, est aussi clairement une union qu'on avait. Maintenant, je peux aller sur chacun des cas Mhm. dont vous avez parlé. Bon, sur la question, de Meta et bon, là, il y a 2 parties. La première, c'est que la vraie solution, c'est d'avoir une taxe sur toutes les publicités. Vous comprenez, ils ont un chiffre d'affaires de 3 milliards de dollars. Les publicités du gouvernement, je ne parle pas des nôtres qui sont de quelques milliers de dollars, mais du gouvernement, c'est 5 millions, c'est moins que 1%. Ce n'est pas une manière de faire pression sur ces Mhm. géants-là. Et il faut absolument avoir une taxe associée au capital, de mettre cet argent-là dans un gros pot là, qui va être distribué aux médias québécoises et québécois. C'est ce qu'on dit depuis des années. Et puis, on continue à penser que c'est la bonne solution. Nous, notre manière de nous adresser aux gens, comment on vient ébranler un certain nombre de fondements où il y a des gens qui ont des intérêts énormes, on parle de milliards, qui sont propriétaires de gros médias, etc. Nous, notre manière de parler aux gens directement sans le filtre de ces institutions qui n'ont pas intérêt à entendre ce qu'on a à dire aux citoyennes et citoyens, c'est les médias sociaux. Donc, on n'a pas de journaux, on n'a pas de Mhm. milliardaires propriétaires de télé qui vont décider du message qui, évidemment,
Donc, il est évident que qu'on ne peut pas se passer de ce lien direct avec les citoyennes et les citoyens, étant donné qu'on est un parti qui ébranle quand même les intérêts des gens les plus puissants dans notre société. Sur la question, du féminisme, je suis très, très fier du fait qu'on aspire comme parti à avoir, une parité au niveau du caucus et qu'on se dote, d'outils qui permettent, de l'atteindre et c'est des outils qui constatent le fait qu'il y a beaucoup d'hommes effectivement qui sont élus et évidemment, pour y avoir de la place, pour tout le monde, bah, il faut se doter de allez, puis on parle de la possibilité peut-être d'avoir Mhm. une investiture s'il y a un député qui démissionne dans les prochains 18 mois. Bon, c'est hypothétique sur hypothèse, là, mais reste que si on aspire à l'égalité entre les hommes et les femmes, il faut le faire sérieusement. Et puis les gens qui sont choqués par ça, c'est leur problème. Vous croyez que ça apporte quelque chose de concret, qu'il y ait une parité ou proche de la parité dans un parti politique? Oui, on pense que la démocratie, c'est aussi de la représentativité. Les femmes sont un tout petit peu plus que 50% de la population, et puis il n'est pas question qu'elles soient euh, euh, moins visibles, moins présentes dans les prises de décision. C'est évident, c'est la moindre des choses. Il y a eu d'autres, vous savez, je veux dire, je veux dire, il y a eu d'autres premiers ministres au Québec qui ont, par exemple, interdit à des hommes d'arriver dans des CA de sociétés d'État tant qu'ils n'avaient pas atteint la parité. C'est pas une idée révolutionnaire. On a d'autres idées Mhm. féministes qui sont importantes, hein. Bon, mais celle-là, elle est plutôt banale en 2023, je vous avoue. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup.